Alors, bonjour et bienvenue à cette activité de transfert de connaissances organisée par le Bureau de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je me présente, je suis Valérie Coulombe, agente de planification, programmation et recherche pour le Bureau de la mission universitaire et je serai votre animatrice dans le cadre de cette activité. Quelques mots sur le Bureau de la mission universitaire qui relève directement de la Direction des programmes santé mentale, dépendance et itinérance et qui a pour mandat de soutenir la direction dans l'actualisation de la mission universitaire de l'Institut universitaire en santé mentale, et ce, dans les 6 dimensions que sont la recherche, l'enseignement, le transfert des connaissances, l'évaluation des technologies et des modes d'intervention, les pratiques de pointe et l'innovation et le rayonnement. Le bureau soutient également l'implication des patients et des proches partenaires dans l'organisation des services de santé mentale, dépendance et itinérance. L'activité d'aujourd'hui a pour thème comprendre les enjeux liés aux perceptions corporelles et à l'alimentation dans les différents contextes d'intervention. Cette activité est organisée avec la collaboration du groupe de recherche, le LORICOR, qui est affilié au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Nos panélistes invités aujourd'hui, qui sont toutes les 4 membres du groupe de recherche LORICOR de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Madame Johanna Montuy-Blanc, qui est chercheure régulière au Centre de recherche de l'Institut universitaire, Madame Liette Saint-Pierre, qui est également co-titulaire de la chaire interdisciplinaire de recherche et d'intervention dans les services de santé et est professionnelle de la santé, Madame Marie-Josée Saint-Pierre, qui est également professionnelle de la santé, ainsi que Jessica Ménard, professionnelle de la santé. Mesdames, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, on est très heureux aujourd'hui que vous soyez avec nous pour ce panel d'experts qui s'intitule « Comprendre les enjeux liés aux perceptions corporelles et à l'alimentation dans différents contextes d'intervention » et c'est présenté par l'équipe transdisciplinaire LORICOR. Donc, nous ne décollerons pas de conflit d'intérêts. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être avec vous et nous remercions l'ensemble du Bureau de valorisation du transfert de connaissances et de l'innovation de l'UETMIS, Direction des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et le CIUS de l'Est de Montréal, bien évidemment. Vous remarquerez qu'entre le diaporama qui vous sera proposé et celui-là, il y aura des petites différences. Cette différence, simplement, c'est qu'on notera les connaissances qui sont relatives aux publications des connaissances en cours. Et on aimerait souligner un grand merci au Centre de recherche de l'Institut universitaire de santé de Montréal qui nous permet d'être là aujourd'hui également. Tout de suite, la mise en bouche. Bonjour, Madame Laferté. Bonjour. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la présentation de votre carte qui va être le reflet de toutes les évaluations qu'on a fait ensemble dans les dernières semaines. Vous voyez qu'il y a des gens avec moi. Bonjour. Donc, Bonjour. c'est l'équipe. L'équipe, quand je vous dis qu'il y a une équipe derrière moi qui soutient toutes mes interventions, alors en voilà une partie. Donc, je vais vous présenter la carte. Votre carte qui est le reflet de ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup d'informations. Ça fait quand même plusieurs éléments. Il y a des couleurs aussi. Pourquoi il y a des couleurs dedans? D'accord. Tout ce qui est les bulles rouges représente les facteurs de risque au niveau des troubles du comportement alimentaire. Au niveau des bulles jaunes, c'est plus des facteurs de vulnérabilité, alors que les bulles vertes, c'est les facteurs de protection. La grosseur des bulles, c'est en fonction de l'ampleur que vous m'avez mentionnée. OK. D'accord. Oui, tout à fait. On pourrait prendre chacun des points ici, donc au niveau des différents objets d'intervention à l'intérieur du programme. Si on prenait les relations, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, les relations vie seule, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même un facteur de vulnérabilité pour moi en ce moment. Évite les relations intimes, je suis complètement d'accord avec vous. C'est même difficile pour moi d'être là aujourd'hui avec vous toutes. Mais au niveau familial, je vois qu'il n'y a rien sur la carte. Il est possible de rajouter et de changer des éléments aujourd'hui. Alors, vous avez dit que les facteurs de protection étaient en vert, c'est ça? Oui. Mais en fait, au niveau familial, vraiment, moi, ma famille, c'est très important. Donc, mes frères, mes sœurs, mes nièces, mes neveux, mes petits choux, je les adore. Puis c'est sûr que ce sont des jeunes que j'apprécie particulièrement. Est-ce que ça vous va si j'ajoutais cette bulle-là comme ça? Oui, tout à fait. Oui? Exact, oui. Parfait. Si on regarde ici au niveau des événements, donc ce sont les événements que vous m'avez racontés qui a eu une importance dans votre vie au niveau de l'apparition du trouble.
Est-ce que ça vous convient? J'ajouterais les études, parce que les études m'ont permis de me concentrer vraiment sur autre chose que mon poids. Et puis, ça me passionne, en fait, ce que je fais comme travail. Dans la façon que vous me dites, Oui. c'est vraiment vert. Hein? C'est un facteur de protection. Oui, effectivement, c'est vert. C'est bon. Alors, on y va. Comme ça? Oui, tout à fait. Parfait. Au niveau de la perception de soi, donc comment vous vous percevez? Ouf, estime de soi et miroir, vous pouvez le mettre en rouge aussi. Ah oui? Ah oui. Pour vous? Oui, vraiment. Donc, on met estime de soi comme ça? En rouge, effectivement. Puis miroir aussi. Vous pouvez le mettre en rouge. En ce moment, je ne me regarde pas dans le miroir du tout. Du tout. Puis c'est complexe pour moi même de penser pouvoir me donner des éléments positifs en ce qui me concerne. Donc, vous avez beaucoup de préoccupations corporelles? Oui. En lien avec ta parole? Oui. Oui. Ici, je me suis permise de mettre dans les occupations parce que ça va plutôt bien, ce que vous m'avez dit au niveau de votre quotidien, mais la présence de douleur dans la sensation influence certaines activités de loisirs. Oui, effectivement. C'est vrai que la bicyclette, la randonnée, la natation, j'adore. En fait, moi, je suis toujours dehors. J'aime beaucoup les activités extérieures, mais en ce moment, avec les douleurs au dos, puis surtout depuis l'accident, comme vous l'avez mentionné là, dans les événements, c'est compliqué pour moi. Donc, j'espère être en mesure de pouvoir en refaire à nouveau bientôt. D'accord. On mettra un peu, j'ai mis du jaune. Parfait, c'est bon pour moi. Est-ce que, quand on regarde ça, Madame Laferté, est-ce que je me trompe ou je sens un peu de culpabilité dans ce que vous dites, dans ce que vous nous racontez? Oh, la culpabilité, elle est partout. Elle est vraiment partout. Vous l'avez mis en haut aussi dans les symptômes. Oui, ça se calme après les crises, mais je me sens tellement pas bien tout le temps, dû entre autres à mon corps, effectivement, mais aussi par rapport au regard des autres, par rapport à comment je me perçois, même moi-même. Tout à l'heure, on parlait des miroirs, c'est très difficile, oui. Alors, on pourrait l'ajouter. On pourrait l'ajouter ici. Peut-être dans l'émotion. Oui, exactement. Ouais. Tout à fait. Ça prend beaucoup de place. Donc, D'accord. J'aimerais revenir avec vous sur un point qui est mentionné dans la carte au niveau des croyances, parce que vous voyez qu'on a toujours deux angles pour pouvoir traiter la carte conceptuelle. L'alimentation et la sécurité, cette partie-là que je me permets de grossir avec vous, là, est-ce que vous pouvez me donner le sens que vous y attribuez à cet aspect-là? On en a beaucoup parlé en rencontre. En fait, l'alimentation, pour moi, c'est comme une sécurité parce que quand je mange, en fait, c'est comme si je me protégeais. Donc, mon corps, finalement, est une protection vis-à-vis des autres. C'est ce qu'on a pu regarder ensemble. Puis, émotionnellement parlant, bien, quand je me sens protégée, bien, je me sens mieux pour pouvoir aller vers l'extérieur puis parler avec les gens aussi. Le corps devient une interface, en fait, entre le milieu, votre ressenti Totalement. et les éléments que vous vivez à l'extérieur. Et l'alimentation est une forme d'expression de cette interface corporelle, en fait. Oui, l'alimentation, mais en même temps, c'est mon corps qui est caché en lien avec ce que je mange. Donc, quand je mange, plus mon corps prend de l'espace et plus je me sens protégée. D'accord. Donc, en lien avec les éléments de suralimentation possibles. Ça fait. Alors, vous comprendrez que dans l'image que j'ai choisie pour vous, je l'ai mis, cette cage. Je suis contente que vous m'en parliez parce que, en fait, je me demandais pourquoi il y avait une image qui était là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pensé tout de suite à l'ornithologie. Parce que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mes passions, des loisirs et tout. Mais j'aime bien que la porte soit ouverte. Parce que si je suis là aujourd'hui avec vous pour le programme Le Ricard, c'est vraiment pour me permettre de me libérer, en fait, de tout ça. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Madame Laferté. Sachez que cette rencontre dure environ de 30 à 45 minutes, une présentation de cartes lorsqu'on le fait avec l'individu cible. Et par la suite, la personne va le présenter à son proche. Merci beaucoup d'avoir vécu cette situation de rôle, vous l'avez compris là. Et donc, ça va nous permettre d'aller directement dans le menu que nous allons vous proposer maintenant. Donc, sur les objectifs, il y en a 4. Présenter les caractéristiques et les profils cliniques. Puis vous allez voir, on va démystifier ou alors amener la notion d'attitude et comportement alimentaire dysfonctionnel plutôt que trouble des conduites alimentaires, qui est largement utilisé. Vous sensibiliser sur les facteurs biopsychosociaux, justement pour pouvoir établir le pronostic clinique.
et exposer les données épidémiologiques et l'étiologie. Donc, à chaque fois, on va naviguer entre les données probantes en lien avec l'épidémiologie, puis ensuite, les facteurs de risque et de protection qui sont alloués à ces éléments-là. Et ensuite, expliquer les conséquences, donc les conséquences biopsychosociales et également les pronostics, quel type de pronostics vont être mis en évidence à partir des éléments. Alors, 5 plats, si vous êtes d'accord. Donc, mise en bouche qu'on vous a proposé, une entrée pour concevoir les AK, attitudes et comportements alimentaires. C'est l'acronyme que vous allez voir dans toute la présentation. Puis, on va vous faire une petite introduction sur la COVID-19. Dans le plat, c'est d'appréhender les troubles perceptuels sur l'approche transdisciplinaire. Dans le dessert, la partie qu'on aime particulièrement, les éléments sucrés, comment on intègre l'individu partenaire et la trajectoire de soins avec notre équipe. Et on reviendra avec Madame Laferté, parce que c'est pour vous montrer l'évolution de la carte qui va vous être proposée. On vous souhaite une très bonne dégustation. Vous êtes avec nous dans l'entrée qui s'intitule « Concevoir les AK pour ne pas se limiter au TCA, aux troubles des conduites alimentaires suite à la COVID-19 ». Alors, vous avez vu, le 13 mars, vous avez constaté, on nous propose un confinement pandémique. Pendant ce confinement pandémique, toutes les personnes se sont retrouvées seules avec des spectres en fonction des pays plus ou moins restrictifs. Par exemple, en France, sachez qu'on n'avait même pas l'autorisation de fréquenter les milieux de parc avec des horaires bien définis, 1 heure et demie par jour maximum. Ce confinement pandémique nous amène avec 2 aspects, le besoin essentiel et le besoin non essentiel. Donc, assez très rapidement, en fait, dans le besoin essentiel, on identifie comme besoin essentiel l'alimentation. Ce qui fait que, rappelez-vous, quelques semaines après cette déclaration de situation d'urgence, les individus autour d'eux ont choisi de prendre dans l'épicerie papier toilette et farine, entrant et puis sortant, comme on dit, sur l'alimentation. Et ça a mené à plusieurs données probantes qui ont identifié que 61% des ménages québécois ont augmenté le temps passé de planification des repas et des achats. Donc là, on voit très bien ce qu'au Loricor, on appelle le flow du repas, c'est-à-dire avant le repas, la préparation en tant que telle, l'ingestion du repas, et puis ce qu'on appelle la phase postprandiale, donc c'est-à-dire la dernière partie du repas. Et cette situation de 61% des ménages québécois qui sont dans cette réalité-là, vous allez voir que ça va quand même amener des expressions auprès des individus en fonction de leur vulnérabilité. Si on a besoin essentiel, on a des besoins non essentiels. Ce qui a été évalué, jugé par la société en confinement pandémique comme des besoins non essentiels, l'est d'un point de vue sociétal, mais par contre, l'est pas exactement pour les individus. Je vous parle par exemple de personnes pour lesquelles les loisirs, l'activité physique, la relation sociale avec les personnes leur permettaient d'avoir un équilibre de santé et physique et mentale. On pense par exemple aux sportifs, particulièrement ceux qui sont entrés dans une pratique du sport qui est relativement fréquente, voire très fréquente, et dont on a enlevé du jour au lendemain la possibilité d'avoir accès à des milieux institutionnalisés de pratiques physiques. Bien forcément, ces individus-là qui certainement avaient amené une routine occupationnelle en lien avec l'activité physique se sont vus supprimer ce qu'on pourrait appeler une béquille psychosociale de leur équilibre de santé physique et mentale. Et pour eux, ce besoin non essentiel qui était pourtant essentiel a créé des besoins non répondus. Donc, dans ces besoins non répondus, là, la littérature est foisonnante. Pour vous donner une idée, très rapidement, 7e et 14e jour, vous le voyez dans la diapositive sur la 2e ligne, en fait, on a un risque de restriction alimentaire, une peur de prendre du poids déjà ou de présenter des crises de suralimentation de 17 à 12%. Avec des personnes qui potentiellement augmentent les restrictions alimentaires, 30%, 65% chez nos patients qui présentent des troubles des conduites alimentaires. Et donc, forcément, au fil du temps, on s'aperçoit que pour certains d'entre eux, la pratique physique, les loisirs qui avaient été supprimés comme étant un besoin non essentiel, a été redéplacé dans le milieu, dans le domicile. Cette fois de façon non institutionnalisée, ça veut dire avec une absence de ressources humaines pour pouvoir les guider dans leur pratique. Et surtout, on va le voir juste après, le fait que ces personnes-là, durant le confinement pandémique, se sont vues pratiquer une activité physique tout en se voyant dans le Zoom. Et donc,
Ces aspects-là, finalement, ont été accélérés tout simplement parce que les gens ont commencé vraiment à voir qu'ils prenaient du poids avec une moyenne de 2,5 kg sur les 6 premiers mois, mais dont on sait, vous et moi, particulièrement si vous êtes des professionnels de la santé, que finalement, c'était parfois beaucoup plus important que ça, que le 2,5 kg. Des personnes, 50% des individus qui ont une hausse pondérale avec forcément des écarts types et puis des intervalles qui sont très, très différents. Et potentiellement, avec l'activation de la visioconférence pour faire un visio-travail, bien l'apparition de ce qu'on appelle des impacts mentaux sur la surexposition otoscopique. Donc ça, ce sont des individus qui tous les jours, comme on est en train de le faire vous et moi, nous et vous sur la capsule, eh bien on se voit parler, on se voit agir, on voit des parties du corps peut-être qu'on n'aime pas forcément de nous, qui nous rend anxieux, et on les voit tous les jours, plusieurs fois dans la journée, et donc tranquillement, pas vite, on se conditionne à cette image que finalement, avant la Covid, on avait l'habitude de voir le matin notre miroir avant de partir, le soir éventuellement en rentrant, ou peut-être quand on faisait une activité physique devant le miroir, mais pas de façon aussi fréquente et aussi importante toute la journée. Et donc, vous le voyez assez rapidement, des impacts mentaux en termes d'anxiété, 20% de personnes qui ont des craintes de ne plus pouvoir en fait réguler leur alimentation. Donc ici, c'était les données probantes. Maintenant, dans les meilleures pratiques, même si ça n'a pas fait encore l'objet de publications qui soient bien précis sur le sujet, on va s'apercevoir dans les registres hospitaliers qu'on a une augmentation, puis pardonnez-moi le terme explosive, de l'augmentation de la sévérité. Cette sévérité pour laquelle on a des jeunes filles qui se présentent dans les milieux hospitaliers avec des IMC à 9. Donc, une équipe qui se retrouve très clairement démobilisée. Pourquoi les démobiliser? Parce qu'il faut qu'elles prennent en charge une population en santé intégrée. Voilà le terme qu'on appelle au Loricor quand on mutualise la santé physique et la santé mentale. Donc là, on voit que dans vraiment les personnes qui présentent des troubles des conduites alimentaires pendant la Covid, eh bien, il y a vraiment un pronostic vital qui est engagé et qui impose très rapidement que les équipes travaillent ensemble. Et bien évidemment, dans des services où c'était déjà le cas, déjà, c'est un défi en soi de répondre au pronostic vital, mais dans les équipes où il n'y avait même pas de copartage dans les services entre santé mentale et santé physique, là, ça devient un vrai défi. D'autres choses que l'on constate, qui commencent à sortir dans la littérature scientifique cette fois-ci, depuis quelques mois, c'est la diversité ou l'émergence de nouveaux types de manifestations, symptomatologies, syndromes, de troubles des conduites alimentaires. Donc, le DSM, que vous devez certainement connaître, répertorie ou classifie un certain nombre de troubles des conduites alimentaires. Et bien là, on voit l'expression de ce qu'on peut appeler maintenant le Zoom Dysmorphia Disorder, donc vraiment le trouble du zoom au niveau de la dysmorphie. Le fait, encore une fois, de se voir à toute la journée, forcément, les personnes qui avaient une vulnérabilité de l'image corporelle s'en retrouvent impactées. C'est pour cette raison qu'au Loricor, depuis déjà plusieurs années, on a décidé de prendre une posture conceptuelle en parlant d'ACAD, donc d'attitudes et comportements alimentaires du fonctionnel au dysfonctionnel, pour être plus inclusive et recourir au spectre des manifestations en lien avec l'alimentation et nous permettre justement d'avoir une conception dimensionnelle. Cette conception dimensionnelle, on l'a vu dans une étude qui est en cours de publication, dont on vous donne le privilège d'accéder aujourd'hui. C'est une étude qui a été menée quelques mois après ce fameux 13 mars 2020, pour lequel on a demandé un sondage auprès des Québécois et Québécoises pour les questionner sur un certain nombre de points liés à l'alimentation intuitive, au phénomène de restriction, au phénomène de crise de suralimentation, et dont il est sorti cette conceptualisation que l'on vous partage avec le plus de pédagogie possible, c'est-à-dire en essayant d'imaginer quel type de mangeur vous êtes aujourd'hui, en partant du mangeur le plus pathologique au mangeur le plus intuitif, donc qui fait appel de part et d'autre du continuum bipolaire à une alimentation émotionnelle dans le premier cas, puis une alimentation dite physique, où vous retrouvez aussi dans la littérature dite physiologique, d'accord ? L'alimentation émotionnelle, ce qu'on appelle de façon plus classique de manger en fonction uniquement de ses émotions, et l'alimentation physique avec un aliment qui prend en considération les sensations de faim et de satiété. Si on regarde ce continuum bipolaire, eh bien, on s'aperçoit que dans notre étude, on avait 3 types
de mangeurs qui sont apparus, 3 types de catégories de mangeurs. Les mangeurs aux conduites incongruentes, entendez cela, les mangeurs qui n'arrivent pas à connecter leur corps et leur alimentation et qui, de ce fait, vont manger avec culpabilité et donc en traduisant des dysfonctionnalités alimentaires. Les mangeurs aux perceptions incongruentes. Donc là, on s'est beaucoup questionné, on s'est dit, tiens, ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas vu dans la littérature jusqu'à présent. Et on a mis comme hypothèse dans nos résultats en disant, est-ce que finalement, cette surexposition otoscopique dont on parlait, ce fameux Zoom Dysmorphobia Disorder, est-ce que ça, ce ne serait pas la manifestation de ce que l'on trouve dans l'alimentation? Donc, des personnes qui finalement n'ont pas forcément des attitudes qui sont dites dysfonctionnelles, mais dont on voit très clairement qu'ils mangent avec toujours ce souci perpétuel de leur image corporelle, de leur sensation corporelle, de leur perception corporelle. Donc, vous voyez qu'on l'a mis dans une zone qu'on appelle la zone perceptuelle, qui pourrait être l'équivalent d'un phénomène en fait de balancier, et qui pourrait amener aussi bien un aspect délétère qu'un élément vertueux. Et donc, comme vous le savez, quand les êtres humains sont soumis à des crises aussi importantes, on va avoir deux expressions finalement humaines de la crise, ceux qui vont être dans une vulnérabilité, puis ceux qui vont être dans une résilience. Eh bien, dans l'alimentation, dans cette étude, les gens qui ont fait preuve de résilience, ce sont ceux, rappelez-vous, les ménages qui passaient 61% de plus que d'antan sur l'alimentation. Ce sont ceux qui se sont reconnectés à soi de façon positive, c'est-à-dire qui ont institué le temps de préparation du repas, le temps de déguster un repas, le temps de prendre le temps de manger en famille, dans des moments de partage, parce qu'ils étaient obligés de le faire avec les gens avec qui ils étaient confinés. Et donc, on voit très clairement que eux, ils sont les facteurs protecteurs finalement d'une santé mentale et qui les emmènent vers les mangeurs intuitifs. Donc, si vous le voyez, la proportion, elle est assez claire. 14% d'individus qu'on ne verrait pas au guichet santé mentale éventuellement de nos réseaux de la santé, mais qui sont clairement à risque de présenter des ACAD et donc des troubles des conduites alimentaires. 58%, une majorité qui sont vraiment dans cette... Ils subissent peut-être finalement la situation du Zoom, ce conditionnement de l'autoscopie. Et puis, en fait, 30% pour lequel ça leur a amené une résilience, peut-être même un insight sur la façon de manger grâce au processus de la COVID. Donc, cette étude, elle est assez notable pour montrer finalement que on est dans une situation qui nous a amené plein de vagues de virales, je dirais, de la COVID et qui va nous amener, je pense, les années qui arrivent là, des vagues de santé mentale en ce qui concerne l'alimentation. Donc, comme vient de vous mentionner Johanna, en fait, maintenant, nous sommes dans les attitudes et comportements alimentaires, donc la dimension alimentaire. Ce que l'on voit complètement sur la gauche, donc au niveau dysfonctionnel, c'est la suralimentation et en dessous, la sous-alimentation. Donc, classiquement, ce qu'on entend par ça, ce sont tous les troubles avérés que l'on retrouve dans le DSM-5 particulièrement. Donc, alimentation intuitive au niveau fonctionnel, la portion de gauche, alimentation émotionnelle, la portion de droite avec davantage de dysfonctionnement. Donc ici, comme je vous disais, troubles d'accès hyperphagique, boulimie, anorexie mentale, donc ce sont tous des troubles avérés que l'on retrouve particulièrement dans la population. Toutefois, lorsque l'on regarde les statistiques, si on regarde le trouble d'accès hyperphagique chez les femmes, 3%, 1% chez les hommes, boulimie, 1,9% et puis 0,6% chez les hommes, anorexie mentale, 1,4% et 2%. Et vous avez compris qu'aujourd'hui, on a 2 colonnes. Par contre, probablement que dans les prochaines années, on va retrouver une prochaine colonne qui va être une colonne non genrée. Quand on regarde l'ensemble des pourcentages, en fait, au niveau mondial, c'est la règle du 1, 2, 3%. Donc, on a 6% de la population qui est atteinte de troubles et d'attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Donc, 6% de la population, ce n'est pas beaucoup. C'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui un spectre, comme vous avez ici, donc du fonctionnel au dysfonctionnel, et on va le voir ensemble avec les pourcentages.
Quand on regarde les TCA subcliniques, on voit tout de suite que ça prend beaucoup plus de place au niveau de la population. 4,3 % chez les femmes, 3,6 % chez les hommes. Anorexie sportive, quand on entre dans le plus spécifique, on est dans le 8,2 %. Lorsque nous sommes dans l'anorexie inversée ou encore la bigorexie, on est dans le 10 % de la population. Alors, faites le calcul jusqu'à maintenant, ça s'additionne. Quand on va vers le recours à des vomissements provoqués, chez les filles de 12 à 18 ans, très inquiétant, et ou 15 à 25 ans selon les études, on retrouve de 8,2 à 10 % de la population chez les jeunes filles qui ont recours à des vomissements provoqués. Quand on continue, on a le désir d'être plus mince, et là vous voyez que le pourcentage augmente de façon exponentielle. 66 % des jeunes filles désirent être plus minces donc, dans leur adolescence. Lorsqu'on regarde l'insatisfaction corporelle, et là, vous commencez à comprendre où on vous amène, l'insatisfaction corporelle, 9 ans, 45 %, 13 à 16 ans, on est à 60 % de la population. Si vous faites le calcul de l'ensemble de ces pourcentages, et lorsqu'on prend la population générale, donc quand on commence à avoir une forme de perturbation de l'image du corps ici, comme une faible estime de soi, par exemple, on entre dans le trouble perceptuel, et c'est 43 % de la population qui est atteinte d'attitudes et de comportements alimentaires qui sont positionnés ici sur le spectre que vous voyez et sur le continuum, et qui sont à risque de développer des troubles avérés comme les troubles que nous avons ici et qui représentent seulement 6 % de la population. C'est la raison pour laquelle au Loricard, on a pris le pari de travailler avec les ACA et les ACAD, donc attitudes et comportements alimentaires qui vont du fonctionnel jusqu'au dysfonctionnel, pour être inclusifs auprès de la population et surtout aller chercher un maximum de personnes qui sont en souffrance, disons-le, selon les différentes perturbations qu'elles vont rencontrer. Donc, quand on regarde ici, quel est le point de rupture entre ce qui est fonctionnel et ce qui est dysfonctionnel? C'est toute la question de la perception et du trouble perceptuel. On le revoit ici, la perception s'inscrit ici, dans ce point de rupture, entre l'alimentation intuitive et l'alimentation émotionnelle. Alors, qu'est-ce que le trouble perceptuel? Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de quelque chose, ou plutôt le concept qui a été mis en évidence il y a à peu près une 50aine d'années. Pour les initiés qui travaillent sur les troubles du comportement alimentaire et l'image corporelle, vous devez tous la connaître, c'est Hilda Brour, qui est une psychanalyste chercheur qui vraiment fait un tournant majeur, qui est encore le cas aujourd'hui, de placer les troubles des conduites alimentaires, et particulièrement à cette époque-là, l'anorexie mentale, comme un trouble perceptuel et cognitif. Qu'est-ce que cela implique? Ça implique qu'ici, on va avoir une perturbation du soi global et des éléments cognitifs. Donc, dans le soi global, on va avoir le sentiment de paralysant d'inefficacité, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon plus générique une faible estime de soi, d'accord? Et regardez déjà l'époque, en 1974, la personne dont la structure du corps ne se conforme pas à l'image acceptée par la société, en fait, se trouve confrontée par une pression énorme. C'est ce qu'on va appeler justement le syndrome des troubles des conduites alimentaires liés à la norme, liés à la culture. Et regardez la façon d'identifier déjà à l'époque les troubles perceptuels qu'on va vous expliquer au niveau de la sensation, c'est le manque de conscience interoceptive. Alors, qu'est-ce que c'est le manque de conscience interoceptive? Eh bien, c'est la difficulté à identifier les sensations corporelles, que ce soit la douleur, que ce soit la satiété ou la faim, et que bien évidemment, aujourd'hui, vous avez compris, dans une société où on valorise l'alimentation intuitive, ça va poser un défi pour ces personnes-là. Si je saute de 50 ans après cette déclaration-là, qu'est-ce qu'on entend par perturbation perceptuelle? Vous avez vu, le titre, il est évocateur. Aujourd'hui, on fait une présentation des troubles des conduites alimentaires via les ACA, du fonctionnel au dysfonctionnel. Et en plus de ça, on installe ce que c'est les troubles perceptuels. Il en existe plusieurs, de plusieurs natures, d'accord? Donc, le premier, c'est la dépréciation des perceptions du soi physique, d'accord? Dans la dépréciation des perceptions de soi physique, on voit un faible niveau d'estime de soi, d'accord? Le faible niveau d'estime de soi, c'est le soi physique, le soi émotionnel, le soi corporel, l'ensemble de ces différents types de soi
Mais bien évidemment, ce qui nous intéresse particulièrement quand on est sur des ACAD, c'est de regarder la chute, la dépréciation du soi physique. Le deuxième, c'est ce qu'on va retrouver communément dans la littérature et chez tous les professionnels qui travaillent sur l'image du corps. C'est les deux perturbations les plus classiquement étudiées, la distorsion corporelle et l'insatisfaction corporelle. Dans la distorsion corporelle, ça va être l'écart que vous avez entre le poids sur la balance et la silhouette que vous percevez comme la vôtre. Donc, on appelle ça la différence entre l'actuel et le perceptuel. Vous allez me dire, ben, dans ces cas-là, ce décalage, est-ce qu'il est le cas sur toutes les personnes qui ont un ACAD? Non. On croit que généralement, c'est quelque chose qu'on voit pas dans toutes les populations qui ont des ACAD. Ce n'est pas vrai. Certaines ont des distorsions corporelles qui amènent à la dysmorphophobie ou à la dysmorphie, et d'autres vont avoir une insatisfaction corporelle. Donc, c'est un et ou, hein, parfois le cocktail, il est double. Donc, bien évidemment, l'intervention ne va pas être du tout la même s'il faut que je travaille sur des éléments cognitifs que si je dois travailler sur les éléments perceptuels ou affectifs, parce que l'insatisfaction corporelle, c'est affectif. Qu'est-ce que c'est l'insatisfaction corporelle? C'est un écart entre le corps que l'on perçoit comme le nôtre et le corps que l'on désire. Dans d'autres études, ça va être le corps qu'on idéalise, qui peut être encore la même chose ou qui peut être différent du corps idéalisé. Donc, l'insatisfaction corporelle, vous avez compris qu'elle est très en lien avec la culture qui nous entoure, d'accord? Cette culture qui nous entoure, c'est elle qui va participer à cette internalisation des canons de beauté de la société, qui va participer à l'installation progressive de l'insatisfaction corporelle. Et le dernier, ça va être la désincarnation. Donc, forcément, Laurie Corse, ça fait 10 ans qu'on travaille sur la notion d'image corporelle, de réalité virtuelle et des attitudes et comportements alimentaires. Et la désincarnation, c'est le fait qu'on puisse avoir des différences entre le fait de percevoir mon corps comme un objet ou le fait de le percevoir comme un sujet. Un des premiers, je dirais, une des premières prévalences des ACAD qui a parlé du corps-objet, on l'a retrouvé dans les sportifs. Donc, trop souvent, on a l'impression que chez les sportifs, eh bien, sport égale saines habitudes de vie, sport égale santé mentale. Mais en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi clair que ça. C'est une population, vous allez voir, hein, vous avez vu avec Jessica, 8% jusqu'à 10% de la population présente des troubles des conduites alimentaires, des ACAD. Et donc là, on s'aperçoit que quand on utilise son corps comme une machine, hein, Foucault appelle ça le corps machine, quand on l'utilise pour essayer d'aller vers une performance, ben là, on va avoir des écueils. Hein. Je ne vais pas être capable de m'incarner dans mon corps. Je vais me désincarner dans mon corps. Et cette désincarnation corporelle, le fait de traiter son corps comme un objet, amène tous les enjeux que vous pouvez imaginer. Un objet, on le compresse, on le modifie, on l'écrase. Un sujet, bien évidemment, on n'est pas tout à fait dans le même type de posture. Au Laurie Corse, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un instrument de mesure qui partait de ce que tous les cliniciens et les professionnels de la santé avaient tendance à utiliser, d'accord? Donc, le continuum de silhouette, c'est d'ailleurs ce qui est toujours le cas, hein, il est toujours utilisé dans les milieux cliniques parce qu'il est facile à passer. 5 à 10 minutes, quelle que soit la langue, on a moins de problèmes de clarté d'item ou de traduction des items, d'accord? Et dans ce continuum de silhouette, vous allez de la silhouette la plus fine à la silhouette la plus arrondie. 2 questions sont posées. Quelle est la silhouette qui vous ressemble? Quelle est la silhouette que vous désirez? Et bien évidemment, on calcule les différentes perturbations. Au Laurie Corse, on a tenté une expérience. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser la réalité virtuelle pour pouvoir naviguer dans ce corps, d'accord? Comment habiter ce corps? Attention, j'ai bien dit naviguer pour l'instant. Naviguer dans ce corps et ne pas simplement prendre une décision sur ce qui se passe de face, d'accord? Ce qui se passe de face, c'est je prends une décision sur la partie qu'on appelle chez les chercheurs la partie allocentrée. Donc, je suis monsieur, je suis madame, et dans le monsieur, madame, en fait, on va avoir cette partie allocentrée qu'on va pouvoir se positionner. Au Laurie Corse, on a proposé d'aller dans le corps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la perspective, vous le voyez dans le titre, égocentrée. Donc là, la personne, elle se positionne à l'intérieur du corps. Et là, bien évidemment, on va avoir des types de mesures très différents. Vous voyez que ce trouble perceptuel, ça devient un trouble holistique. Pourquoi? Parce que cette conceptualisation
que vous voyez devant vos yeux, c'est une conceptualisation qui met état de l'ensemble des impacts somatiques de ce corps perceptuel, d'accord? Et on voit très bien, à l'image de ces bonshommes, hein, je vous enlève les faits, hein, mais qu'il est partout. Il recouvre l'entièreté de la personne. C'est pour ça qu'il est si difficile à prendre en charge. C'est pour ça qu'il constitue un défi à prendre en charge. Parce que tout simplement, eh bien, on est en train de travailler sur la dimension holistique de l'individu. Pour le faire, au Loricor, on a fait un statement. On a décidé de partir dans des écrits qui datent à peu près du 2010, pour lequel on s'est dit, au lieu de travailler en multi, en inter, pourquoi ne pas travailler en trans? Puis là, on vous fait un petit clin d'œil, parce que bien évidemment, vous avez vu à chaque fois, on vous met les publications de vos articles, mais vous le voyez très nettement que dans la notion de transdisciplinarité, on n'est pas du tout dans la multi de l'inter, d'accord? La multi, si on devait le résumer en mots-clés, c'est une addition. Si ça devait être un algorithme, ce serait un 2 plus 2 égale 4. Si ça devait être une analogie, si on part dans l'alimentation, c'est comme une salade. Donc, dans la multi, si j'ai un dossier patient, chaque professionnel va être consulté sur son dossier patient. Dans l'inter, là, on commence à miser sur la fédération des expertises. Donc, au lieu de travailler séparément, ce qui nous intéresse dans l'inter, c'est l'arrimage entre les deux cercles. Ce qu'on veut faire, c'est une interaction des expertises. Et là, on va créer un acteur qui va être un acteur central, qui va être le coordinateur. Mais c'est sur lui que va descendre toute la responsabilité du travail d'interaction. Si on devait donner une analogie sur une alimentation, dans ces cas-là, l'interdisciplinarité, c'est comme une soupe. Et dans le soupe, vous vous rappelez comment ça marche, hein? Si je mets de l'huile d'olive à l'intérieur de ma soupe, étant donné que ma soupe elle est constituée d'eau, je vois toujours l'huile d'olive sur la surface. Donc, je vois toujours le coordinateur qui intègre les expertises. Dans la trans, on n'est plus dans l'addition, on n'est plus dans l'interaction, on est dans l'intégration. Donc là, le but du jeu, c'est de vraiment regarder comment les expertises vont s'entremailler. On appelle ça transdisciplinarité parce qu'on transcende les expertises. Ici, au lieu d'avoir une addition qui va donner un nombre, je vais créer quelque chose de différent. Et là, l'analogie parfaite, c'est le gâteau. Vous savez, le fameux gâteau que les personnes qui ont une attitude et comportement alimentaire dysfonctionnels ont si peu de sécurité pour la manger parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et oui, on n'est plus capable, une fois qu'on fait un gâteau, de départir ce qui se passe entre les éléments reliés à la farine, les éléments qui sont reliés à l'eau ou au lait. Donc ici, on est sur une intégration des expertises. Dans ce cadre-là, l'équipe, elle a 3 formes différentes. Donc ça, c'est le papier qu'on vient de publier. Dans ce papier, on vous explique 3 choses. On vous dit, dans une équipe multidisciplinaire, les personnes, les individus, recouvrent plein d'identités différentes. Si vous êtes dans le corps médical avec le médecin, vous allez être un patient. Si vous êtes à ce moment-là avec un psychologue, vous avez tendance à être un client. Si vous êtes avec une infirmière ou avec un travailleur social, vous allez être un usager. Donc ici, chaque élément est séparé en silos et conçoit l'individu au travers de sa propre perception culturelle de la discipline. En l'occurrence, quand on est en inter, on est toujours dans le même séparation, mais on a un coordinateur qui fait le tout, alors que dans la transdisciplinarité, on est complètement ailleurs. Vous voyez la grande différence? La différence que l'on voit devant vos yeux, c'est que ici, on va avoir la notion d'intervenant pivot, d'intervenant aidant et d'intervenant consultant. Et ces intervenants ne vont pas être mobilisés en fonction uniquement de leur expertise, mais bien évidemment en fonction de leur discipline et de leurs expertises. Ici, l'individu n'est plus un patient, un usager, un client, ça devient l'individu cible, ça devient le focus, en bon français, de l'ensemble de l'équipe, et il n'y a plus un coordinateur. Il y a simplement qu'un facilitateur d'expertise qui va avoir pour objectif justement de faciliter ce transfert d'expertise entre les individus. Donc, au niveau des pros, c'est exactement l'approche que le Loricor recouvre, d'accord? Et le Loricor, sur les pros, c'est 4 ingrédients actifs, d'accord? Un ingrédient qu'on appelle la perception. Le but du jeu, c'est de travailler sur la perception corporelle
et la perception en lien avec l'alimentation, l'acte de manger. Le deuxième aspect, ça va être la relation. La relation, ça va être la relation par rapport à son corps et également la relation qu'on va avoir avec les autres pour manger. Et le dernier, le troisième, ça va être l'occupation. Donc ça va être toutes les routines alimentaires, les routines corporelles qui sont en lien avec l'acte de manger. Et le dernier, la sensation. Vous avez vu tout à l'heure dans la carte, malheureusement, vous ne l'avez pas bien entendu certainement, mais le jeu de rôle qui vous a été proposé, Madame Ferté, clairement, elle dit que son activité physique n'est pas une activité physique qui la comble complètement parce qu'il met en surbrillance sa douleur physique, d'accord? Donc là, on s'aperçoit que dans la sensation, il n'y a pas simplement que la sensation alimentaire de satiété ou de faim que je vais retrouver dans l'alimentation intuitive. Je vais avoir vraiment la sensation corporelle dans son ensemble. Et on sait par exemple qu'avec l'ajout du trouble d'accès hyperphagique, eh bien, on a des personnes en surpoids, en surplus de poids, qui amènent des débalancements sur le plan de la douleur qui va nuancer en fait la prise en charge. Toujours deux angles. Donc, c'est là que vous voyez très clairement qu'on s'emprunte de l'approche cognitivo-comportementale parce qu'on va travailler sur ces angles, on va travailler sur ces ingrédients en fonction de l'émotion et de la croyance. C'est vraiment les deux angles qui vont indiquer à chaque fois la question qu'on a posée tout à l'heure dans le jeu de rôle à Madame Laferter, c'était de lui demander quand ces émotions se mobilisent dans la culpabilité, où elles se mobilisent. Donc, ces deux aspects-là vont nous donner la carte. Et là, on vous fait un petit peu, je dirais, la partie déductive de la présentation d'aujourd'hui, qui malheureusement a perdu de son punch pour vous montrer que la carte intégrative, intégrée du Lori-Corps transdisciplinaire, c'est celle-ci. Pourquoi elle diffère des autres? C'est parce que vraiment, cette carte que vous allez voir avec Liette Saint-Pierre, elle va avoir tout son enjeu avec le patient partenaire et elle va permettre en un clin d'œil de pouvoir travailler sur la notion de patient partenaire. Pour terminer sur cet aspect-là, dans le numérique, c'est bien pour rien qu'on est au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, parce que c'est vraiment le centre qui travaille sur la santé numérique. Donc, vous le voyez très clairement ici, dans la façon de proposer ces ingrédients. On le propose au travers de ce qu'on appelle l'intervenant de poche, qui est une application mobile qui vise l'autogestion des individus cibles pour mobiliser tous les éléments holistiques de l'individu et donc forcément de pouvoir leur demander en temps réel de se situer sur les différents symptômes et de capter, vous avez bien compris, l'idéation suicidaire. Donc, voilà ce qui est en cas sur la partie du trouble perceptuel et qui va nous amener, grâce à cet intervenant de poche, grâce à cette carte conceptuelle intégrée, de travailler avec le patient partenaire. Alors, le patient partenaire, je vous dirais qu'il y a plusieurs choses. Vous connaissez, hein, on a un historique où on était du multi, Johanna l'a bien présenté, multi-inter, transdisciplinaire. Nous, on travaille dans la transdisciplinarité, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est passé du patient qui devait écouter au patient qui commençait à intégrer les soins. Et on va, là, je ne vous ferai pas un historique très long. Hein, vous avez Paumé à Montréal, le modèle de Montréal, Vincent Dumais qui est connu pour au CHUM. Tout maintenant, toutes les CIUS, les CIS ont des usagers ressources. C'est défini maintenant au ministère. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que pour nous, cet individu cible, il fait partie de l'équipe. Alors, il n'est même pas juste au cœur de l'équipe, mais il est le cœur de l'équipe et tout ensemble avec lui, avec l'équipe. Alors, il y a comme une synergie qu'on veut développer et c'est une vision commune. On écoute les attentes, les objectifs de ces patients partenaires-là et de ces usagers ressources. Nous, on l'appelle l'individu cible. Et là, on veut aller travailler avec lui, ce qui est important pour lui, pour faire une synergie, une vision commune. Et ça, on travaille en transdisciplinarité. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années au Lori-Corps, dans notre équipe. Alors, et chaque membre est aussi important. Alors, c'est un membre de l'équipe, ce patient-là. Alors, tout le monde ici, s'il y en a qui sont cliniciens, vous le savez comment c'est important. On appelle la trajectoire de soins, ça trahit un peu mon âge. Maintenant, on parle plus du continuum de soins, de santé, services. Mais tout le monde sait qu'à un moment donné,
on a un problème de santé. Et ce qu'on veut, c'est qu'on veut avoir un continuum de soins et services pour ce patient-là, cet usager-là. Nous, ici, on vous a illustré la trajectoire de soins au Loricard. Alors, vous voyez, je ne les prendrai pas une après l'autre, mais on entre au Loricard et on va avoir un début puis une fin. Alors, dans ce programme-là, qui dure 3, 4, 6 mois, ça peut aller jusqu'à 12 mois, mais ce qu'on veut, c'est qu'il y a un début et une fin. Et il y a des phases à chacun des grandes étapes. Alors, le but n'était pas de vous présenter le programme, mais plutôt de regarder ce qu'on faisait et la trajectoire. Et pour ça, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a dit, là, je sais que c'est petit, il n'y a pas de problème, je ne veux pas que vous regardiez, mais ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qui se passe avant? Alors, nous, on n'a pas de GASMA, hein, on était à un programme universitaire, mais vous savez, le GASMA, il est là. Alors, on regarde, on va faire une évaluation, on fait un diagnostic, une première évaluation grossière, je vous dirais, hein, générale, pour après ça dire, est-ce que la personne, elle est au bon endroit? Alors, c'est ce qu'on a voulu. Ça, c'est de A à Z. Et si vous regardez plus le côté droit de la carte où c'est marqué Pylori, c'est notre programme Loricard. Alors, c'est ce qu'on veut, où on veut aller exploser un peu et dire, est-ce que c'est performant dans ça? Et là, je vous dis ici, vous voyez, on a cette trajectoire-là nous permet d'aller chercher les indicateurs de performance, où ça va bien et où il y a comme un os, où il y a un problème, où il y a un goulot d'étranglement. Alors, nous, on l'a décliné, cette carte-là. On avait mis sur un 6 mois, combien on a de patients qui arrivent, qui entrent, est-ce que c'est un TCA, d'où ils proviennent, est-ce que c'est un trouble non spécifié? Et là, on vous le montre et il se présente pour dire, est-ce que tout d'un coup, regardez à peu près au milieu de cette étape-là, mais vous la regarderez quand vous l'aurez, est-ce qu'on les accepte ou pas? Et il y en a combien qui sont dans du trouble sévère? Parce que nous, on prend du léger à modéré. Alors, les cas sévères, nous, on veut les transférer, mais au bon endroit. Alors, on va les transférer au bon endroit. Et quels sont, vous savez, on est aussi un programme de recherche. Alors, quelles sont les comorbidités? Alors, avec quoi on peut, dans l'équipe, savoir quel type, on vient un peu plus être spécifique avec notre clientèle pour leur offrir et aussi pour que nous, notre formation, on soit capable de répondre à leurs besoins. Alors, donc, ce qu'on veut ici, ce que je voulais vous montrer, c'est intervenir précocement. Ce qu'on veut, là, c'est dire, dès le départ, est-ce qu'on peut faire de l'autogestion? Est-ce qu'on peut être en appui avec ces patients-là qui sont avec nous pour que ça soit durable et que dans le temps, bien, quand ils vont finir le programme, ça va aller mieux. Vous savez, on commence avec une carte, on fait des lettres thérapeutiques, on fait des repas avec eux aussi. Alors, on fait des activités. Hein, on va marcher avec eux, on va se promener avec eux. Il y a beaucoup de choses. On est dans un contexte qui est aussi externe. Alors, on est là. Et je vous dirais, quand on vous parlait on l'a adapté pour nous, c'est que cette trajectoire-là, nous, on aimerait bien l'avoir au niveau informatique, mais ce qu'on fait présentement encore pour suivre, c'est c'est des cartes de patients, puis on a les roses. Il y aurait quelque chose à discuter en équipe. Alors, toutes les semaines, on se rencontre en équipe. Alors, les jaunes, il y a des petites urgences. Les verts, ça va bien. Et fait qu'on n'a pas tout indiqué, les verts. Mais les rouges, c'est qu'il faut en parler entre équipes, en groupe, parce qu'on a quelque chose à adresser, puis on n'est pas certain. Alors, le patient peut être avec nous, puis on en discute, ou on en discute en équipe. Alors, ça, c'est notre trajectoire de soins qui nous permet de suivre nos patients, puis de s'améliorer en tant qu'équipe. Pour la partie digestive, nous allons vous remettre la situation que on vous a proposée tantôt. Puis on va écouter Mme Laferté qui va en discuter. Bonjour, est-ce que vous nous entendez en ce moment? Good. Alors, je prends le rôle de Jessica Ménard pour 2 minutes. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était la carte de Mme Laferté. Alors, je reviens. Mme Laferté. Tout au long de mon processus, en fait, et du programme de recherche-intervention Loricard, j'ai eu l'opportunité avec l'intervenant pivot qui était au dossier d'alimenter, en fait, la carte intégrative que vous voyez en ce moment. Ce que ça m'a permis, entre autres, c'est à la fois de prendre conscience de ce que j'étais en train de vivre, mais surtout de l'évolution de ce que je vivais au fur et à mesure.
Alors, permettez-moi de vous montrer la suite, en fait, et la dernière carte qu'on a fait ensemble avant de clôturer le programme. J'ai vraiment le goût de vous demander, Madame Laferté, comment vous vous sentez quand vous voyez la nouvelle carte, celle avec laquelle vous allez nous quitter? C'est vraiment quelque chose parce qu'en fait, quand on regarde, il y avait beaucoup de rouge en fait au début, hein, donc dans les facteurs de risque. C'est ce que je me rends compte avec l'évolution en fait du programme, c'est que ça m'a permis de mieux me positionner et entre autres de vouloir sortir et de me libérer parce que l'image que vous aviez choisie pour moi au départ, elle était vraiment parfaite parce que ça illustrait ce que j'étais. Et là, quand on regarde l'image qui est au centre, ça c'est moi qui l'ai choisie, celle-ci. Oui. Et c'est une carte postale, en fait, que je veux m'adresser à moi-même. Et puis, cette carte postale-là, elle m'amène vers la libération et vers ce que je veux vivre pour moi. C'est sûr qu'il me reste encore des éléments à travailler, on le sait, mais ça fait partie aussi de mon évolution par la suite. Effectivement. Alors, sachez que pour la carte, c'est important de vous dire qu'elle est là tout au long du suivi. Elle se co-construit, donc la personne, vraiment, nous, l'individu cible, va vraiment pouvoir nous dire à quel moment elle évolue à travers les différents éléments qu'elle a inscrits dans sa carte. On repasse la parole à nos collègues. Oui. Alors, pour terminer, et pour vous donner en fait la dernière partie du digestif, en fait, qui on est, vous avez compris qu'aujourd'hui, on ne voulait pas être nominative, on voulait vraiment faire corps, sans jeu de mots, dans notre équipe pour le Loricorps. Nous sommes une unité de recherche. Nous avons 3 organes qui sont toujours en arrimage. Le premier, c'est l'unité de recherche Loricorps, qui est créée depuis 2011. Le deuxième, c'est la formation qu'on va vous parler brièvement, mais sur lequel vous avez les informations qui seront divulguées sur la formation continue et initiale. Et on fait de la recherche-intervention. Loricorps, on appelle ça la recherche intégrée, donc appliquée, intégrée, avec vraiment l'expérimentation de 2 programmes, un qui est sur la partie clinique, qui est le e-Loricorps, et un qu'on pourrait appeler rapidement la partie préventive, qui est le programme Silence. Il nous reste quelques secondes pour vous dire que ce programme-là, c'est celui vraiment que l'on veut implanter parce qu'il fait complètement écho au nouveau plan d'action santé mentale. Je ne sais pas si vous avez vu pour la première fois, dans le plan d'action santé mentale, il y a un axe qui est complètement dirigé vers l'utilisation de la santé numérique. Donc, au Loricorps, on travaille sur l'éducation à la santé et à la santé du bien-être, au mieux-être alimentaire par la santé numérique. On a vraiment 3 axes qui nous définissent. La compréhension, qui pourrait s'apparenter à la partie la plus fondamentale de cette recherche, l'évaluation et l'implantation de l'approche qu'on vous a proposée aujourd'hui et la conceptualisation de la transdisciplinarité. Et sachez-le, aujourd'hui, maintenant, on est un fruit suffisamment mûr après 10 ans de développement pour l'implanter dans un milieu communautaire hospitalier de première ligne. Alors, un de nos dictons, vous l'avez compris, pour les quelques secondes qui nous restent, c'est que si la multidisciplinarité, elle se dit, donc on se rapporte un dossier entre un professionnel de la santé, l'interdisciplinarité, elle se vit, donc on doit être en équipe pour pouvoir définir la vision, mais la transdisciplinarité, elle se bâtit par l'expertise collective transdisciplinaire, et donc dans ces cas-là, il faut absolument se mutualiser pour pouvoir créer l'innovation en santé. Encore merci beaucoup. Ça me permet de présenter l'ensemble de l'équipe, si vous me permettez. On fait toujours un jeu en transdisciplinarité pour savoir qui est qui. Mais en fait, par ordre d'affichage, Marie-Josée Saint-Pierre, que vous voyez à votre écran, est ergothérapeute et bien sûr docteur en sciences. Jessica Ménard, elle est psychologue et docteur en sciences. Liette Saint-Pierre est infirmière clinicienne et docteur en sciences. Et moi, j'ai la grande chance d'être responsable avec l'ensemble de ces femmes de la gestion du Loricorps. Alors, un grand merci à tous. Merci beaucoup, mesdames, toutes les 4, pour cette présentation. Donc, quand on vous enverra le lien de la vidéo, on vous enverra le PowerPoint également. J'en profite aussi, avant d'entamer les questions, juste pour faire une petite annonce sur l'école d'été du Loricorps qui se tiendra les 16, 17 et 18 août prochains. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous voudrait en dire un petit mot, puis ensuite, on va passer aux questions. Donc, en fait, l'école d'été, cet été, vous allez avoir 3 journées d'immersion
totale, en fait. Ça va être une école où vous allez vivre ce qu'on vous a présenté ce matin, donc au niveau du programme avec les différentes étapes. Alors, il y a une possibilité d'être soit sur place, soit à distance. Donc, c'est une école d'été qui va être hybride. Et puis, donc, ça vous permet de vivre à la fois avec d'autres collègues de d'autres institutions l'ensemble de ce que nous proposons pour aller vers les attitudes et comportements alimentaires du fonctionnel au dysfonctionnel. Merci beaucoup, Jessica. Nous vous enverrons l'information par courriel avec le suivi à l'activité. Donc, j'aurais quelques petites questions spécifiques qui sont au fil de questions et réponses. Notamment, pourriez-vous nous expliquer plus spécifiquement qu'est-ce que c'est que le ePro-A? Alors, ePros-A, effectivement. Donc, on vous a dit, c'est les ingrédients actifs. P pour perception, R pour relation, E, O pour occupation, S pour sensation. Le A, donc, au service des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Et le I, c'est vraiment le développement numérique. Donc, le ePros-A. Et ce que vous retrouvez également sur la carte intégrative, quand Marie-Josée présentait à Mme Laferté les relations, la perception, la sensation et l'occupation, vous retrouvez ces 4 ingrédients actifs aussi sur la carte intégrative. Donc, c'est notre façon d'approcher, en fait, les attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Je peux me permettre de vous dire que c'est exactement l'illustration de la transe. Alors, vraiment de dire que c'est les disciplines vraiment réunies dans le ePros-A. Merci beaucoup de la précision. On a également je vous invite à poser vos questions qu'on va commencer à explorer. Est-ce que vous, dans le fond, on demande, vous offrez des interventions à partir de quel âge au Loricor? Nous avons vraiment autant les mineurs que les majeurs. Donc, on a eu notre plus jeune avait 8 ans et notre plus âgé avait 72 ans. Alors, vraiment, on a vraiment toute clientèle, tout âge confondu, bien sûr, à un âge qui ont 7-8 ans. Déjà, c'est vraiment une façon de vivre le programme différemment. On travaille davantage avec, bien sûr, la dynamique familiale, mais on voit les 7-8 ans aussi. Merci beaucoup. Et on demande comment on fait pour référer quelqu'un à votre programme? Est-ce que c'est sectorisé? Une autre question. Est-ce que non, ce n'est pas sectorisé. Je vais répondre. Sur notre site, effectivement, donc on pourra vous donner les informations, comment s'y rendre. Pour l'instant, il y a une fermeture de l'admission. Mais c'est vraiment pour l'instant, car on va réouvrir l'admission dans les prochaines semaines. Donc, c'est la personne qui s'inscrit. Donc, c'est vraiment volontaire dans une démarche où la personne, donc la population peut s'inscrire et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir une référence médicale. Nous faisons les ponts à ce niveau-là, mais important de vous rappeler, on l'a mentionné, et que c'est un programme de recherche-intervention. Donc, les gens qui investissent sont vraiment en lien, il faut vraiment qu'ils comprennent, qu'ils s'impliquent dans une démarche de recherche. Comme on l'a inscrit aussi, vraiment le pôle de la formation au Loricor est très important. Donc, en fait, il y a plusieurs stagiaires. Donc, ici, ce n'est pas un programme clinique. On se permet d'appuyer sur le point. C'est un programme recherche-intervention, ce qui fait que lorsqu'on a une montée, je vous dirais, des demandes comme ce qui s'est passé ces 2 dernières années en lien avec la COVID et ce que Johanna vous présentait en tout début, vous vous rendez bien compte qu'au départ, on avait comme 15 personnes sur la liste d'attente et on s'est retrouvé à 190 dans le temps de le dire. Donc, ce qui fait qu'effectivement, c'est selon à la fois la disponibilité de la formation et aussi la disponibilité des différents intervenants. D'accord, merci beaucoup. Et on nous dit, bon, vraiment stimulant votre programme, merci. Est-ce qu'il y a une collaboration parmi l'équipe transdisciplinaire? Est-ce qu'il y a des collaborations avec les nutritionnistes dans l'équipe? Quand on parle de transdisciplinarité, c'est obligé qu'on puisse parler de toutes les disciplines qui sont, je dirais, directement et indirectement mobilisées. Donc, je pense que la question, la question est dans la réponse, si vous me permettez. Donc, oui, particulièrement, surtout que n'oubliez pas, étant donné que notre mandat premier, c'est de faire de la recherche,
beaucoup de personnes qui sont au Loricor, qui sont nutritionnistes, font leurs études. Vous voyez, pour vous donner une idée, déjà, on a 2 nutritionnistes, une qui vient de finir sa maîtrise à McGill, puis l'autre qui fait son doctorat en sciences biomédicales, d'ailleurs, à l'université en partenariat entre l'UQTR et l'Université de Montréal. Donc, pour répondre à votre question, c'est toujours les personnes qui vont être directement et je dirais indirectement. Parce que, voyez-vous, on nous a posé une question la dernière fois. On nous a dit, mais est-ce qu'il y a des corps de métier où on ne s'attend pas forcément? Effectivement, la chiropratique, on a un professeur en chiropratique qui est assez stagiaire et qui travaille sur la sensation corporelle. Et vous le savez que pour les personnes qui sont dans des enjeux de corporité, si vous me permettez le terme, parce que c'est vraiment le cas, là, ils ne se font pas toucher par d'autres personnes. Donc, on a développé tout un guideline d'utilisation en chiropratique pour les personnes qui ont des enjeux de troubles perceptuels où la personne touche son propre corps avec la main du chiropraticien par-dessus. Donc, vous voyez, vous imaginez, il faut vraiment sortir de la boîte et voir quand est-ce que les disciplines et les expertises ont du sens d'être mobilisées pour répondre aux 4 ingrédients. La sensation corporelle n'appartient pas à une discipline, elle appartient à tout. Merci beaucoup. Une autre question des participants concernant l'implantation du programme. Qui peut aspirer à implanter ce programme dans son milieu? Combien de professionnels sont nécessaires? Quelles sont les façons d'y accéder? La personne pense notamment à son milieu qui est les centres jeunesse. Bien, écoutez, on peut implanter ce programme-là. Nous, ça fait déjà 5 ans là, qu'on teste effectivement et il est prêt à être implanté, autant dans les centres, donc dans les milieux publics que les milieux privés, que dans les milieux communautaires. Donc, on le voit vraiment sa place un peu partout, étant donné que c'est vraiment au niveau de la prévention aussi, dans l'aspect préventif. Donc, on est plus... Je cherche le mot, la première ligne. Je cherchais ce mot-là, excusez. Donc, c'était dans la première ligne, bien évidemment. Combien de personnes, de professionnels? Écoutez, on fonctionne avec un petit nombre, mais par contre, avec une représentation, bien sûr, de toutes les disciplines. Vient avec l'implantation, et là, je vais vraiment vous inviter à communiquer avec nous, vient avec l'implantation une équipe qui doit soutenir l'implantation. Donc, l'équipe de recherche, nous, on veut vraiment que ce soit une implantation réussie, donc avec nous pour amener tout le temps la portion érudite, au moins dans la première année, pour après laisser vraiment une liberté d'action, puis de vraiment que les gens puissent fonctionner par eux-mêmes. Mais c'est une implantation guidée. Il y a de l'autogestion, alors c'est une implantation. Il y a tout le principe d'autogestion guidée. Alors, nous, on est vraiment dans l'implantation guidée. Voilà, pour soutenir. Johanna, vous aimeriez compléter avec quelque chose? Il faut toujours garder en tête que vous avez vu la citation à la fin, elle n'est pas triviale ou ordinaire. Hein. La transdisciplinarité, ça se bâtit. On ne peut pas arriver avec une notice de prescription en disant voilà comment on agit en transdisciplinarité. On donne des balises et là, c'est l'accompagnement, c'est l'équipe qui doit développer son propre co-bâtissage de son expertise transdisciplinaire. C'est la beauté de cette approche aussi, là. Donc, je me permettais de le dire. Excusez-moi, je vois un smile avec des petites lunettes. Merci pour ce renforcement positif. Mais vraiment, l'idée, c'est qu'on est ailleurs et on veut vraiment amener cet accompagnement. Donc, pour reprendre les propos de Marie-Josée, c'est bien soutenir le co-bâtissage de l'expertise, en fait. Parfait, merci beaucoup. On demande également, on a plusieurs participants là, qui sont évidemment dans des régions éloignées là, de Montréal ou des grands centres comme le centre du Québec, la Mauricie ou Québec. Donc, on demande, est-ce qu'il est juste offert, est-ce qu'il peut être offert en région éloignée? Et sinon, est-ce que vous avez des modes aussi en mode visio plutôt qu'en personne? Voilà, comment ça peut s'articuler comme offre de services? Vous savez, hein, quand on parle du développement numérique qu'on a créé au Loricor, bien effectivement, la pandémie nous a propulsés à ce niveau-là. Donc, nous, et encore, nous faisons vraiment que de la télépratique avec la clientèle. Donc, il est possible effectivement d'offrir à des gens qui sont plus isolés, mais avec bien sûr les possibilités au niveau Internet. Mais on a vraiment, nous, présentement, des gens qui sont
partout dans la province et on avait une personne aussi qu'on suivait outre-mer, qu'on suivait parce qu'elle devait quitter pour un mois parce que c'était une étudiante étrangère. Donc, on a pu faire les suivis même quand elle est retournée dans sa famille. Donc, il est possible effectivement de faire des suivis en télépratique et l'implantation peut se faire vraiment peu importe l'endroit. Exact. Comme nous sommes en première ligne, effectivement, je vois une question dans le chat. Est-ce qu'on peut l'implanter directement en CLSC, en santé mentale première ligne? C'est tout à fait le créneau. C'est exactement ce que nous faisons et c'est là où nous sommes rendus en ce moment, après 5 années où on a éprouvé ce programme de recherche-intervention. Et puis, il y a une accessibilité aussi aux soins avec le numérique, c'est ce que ça permet. Et nous, ça fait quand même 10 ans qu'on le fait, mais la pandémie a propulsé tout ça. Ce qui fait que oui, tout à fait, l'implantation peut se faire peu importe le type de milieu et autant hybride, c'est-à-dire numérique et présentiel. C'est ce qu'on a développé de façon très accrue ces 2 dernières années, entre autres, même si ça faisait déjà 8 ans qu'on le faisait auparavant. Je peux me permettre aussi de vous dire que l'école d'été vous permet vraiment de vous plonger dans la philosophie qu'on vous a transmise en si peu de temps aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais y aller. On n'a plus de questions au fil de questions-réponses, mais je vais quand même y aller avec quelques petites réflexions. Voyez-vous, il y a une question qui vient d'apparaître. Quelles sont les interventions préventives au niveau des suivis court terme à utiliser? Merci pour la belle question parce que vous avez vu, on a essayé d'être le plus accessible dans notre façon de présenter les choses et on a séparé, on a clivé ce qui est de l'ordre de la prévention, qu'on appelle aussi promotion et éducation à la santé, de ce qui est de l'ordre de la clinique. Mais au Loricor, ce système s'arrime, si vous voulez. Parce que Madame Laferté, peut-être que juste quelques mois auparavant, elle serait tombée dans la partie de la prévention, puis sa manifestation au niveau de ces troubles holistiques, de ces troubles ces troubles perceptuels au niveau holistique, l'a amené à manifester ces différents symptômes. Et là, pouf, elle se retrouve dans la partie clinique. Donc, la question là-dessus, écoutez, à l'école d'été, c'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons donner le continuum d'intervention qui passe de promotion, sensibilisation, éducation à la santé, et ensuite arriver tranquillement par vite vers la première ligne. La question, elle est magnifique, mais il me faudrait beaucoup de temps pour pouvoir y répondre, bien évidemment, parce qu'il y a des balises qu'on peut utiliser ou qu'on peut activer ou actionner quand on est davantage en promotion, à la différence d'être en autogestion ou d'être en première ligne. Donc, il y a des petites nuances, des petites subtilités, donc ça va nous faire plaisir d'y répondre, particulièrement si vous êtes intéressé par l'école d'été. Effectivement, pour l'école d'été, on a une question sur les tarifs. On va se permettre de vous dire qu'il y a un tarif privilégié de 10 jusqu'au 30 juin. Donc, ceux qui s'inscrivent avant le 30 juin, il y a un tarif préférentiel et vous allez voir, c'est 3 jours. Pour les 3 jours, c'est 325 plus taxes. Et là, il y a un tarif préférentiel de moins 10 jusqu'au 30 juin. Donc, 292,50, ça fait autour de 340 par personne pour les 3 jours, que ce soit en virtuel ou sur place. Donc, ce sera en mode hybride. Ouais. En mode hybride, un petit point par ailleurs, toutes les personnes qui sont là, en fait, ce sont des professionnels du secteur public et des chercheurs. Donc, en fait, l'argent qui est reversé dans le cadre de cette école, il va pour la recherche en santé mentale. C'est-à-dire que nous ne touchons pas d'argent au Loricor. À chaque fois qu'on fait des formations, c'est toujours pour entrer dans un cercle virtueux, de permettre à l'ensemble de l'unité de pouvoir diffuser et puis valider ces outils en santé mentale. D'accord, merci beaucoup. On a d'autres questions intéressantes. Actuellement, est-ce que vous avez une liste des endroits où vous avez déjà implanté le programme si les gens veulent se réseauter, en savoir plus, en discuter avec des professionnels qui l'ont expérimenté ou des patients partenaires qui l'ont expérimenté? OK. Les patients partenaires, écoutez, pour ce qui est de l'implantation, nous sommes vraiment rendus à cette étape-ci. Vraiment, pour l'instant, oui, on voulait vraiment s'assurer que pendant 5 ans, on puisse avoir un programme bâti sur les meilleures pratiques. Donc, on est rendu à l'étape de l'implantation. Donc, s'il y a réseautage, ça va être plutôt pour le futur. Et effectivement, et ça, c'est vraiment une belle question par rapport aux patients partenaires. Je peux aussi laisser Jessica, mais nous avons 4 à 5 personnes qui ont fait le programme,
qui travaillent avec nous, effectivement, pour l'amélioration du programme, mais aussi qui nous suivent dans tout ce qui est médias, dans tout ce qui est communication médiatique. Donc, effectivement, il y a possibilité de parler. D'ailleurs, on était censé avoir une personne aujourd'hui, mais malheureusement, elle a dû se décommander pour des obligations professionnelles. Et comme la carte vous a été présentée, puis je pense que vous l'avez peu entendue, on pourra se permettre de demander à la personne d'être présente pour les retouches au niveau vidéo, là, vu qu'elle ne pouvait pas être ici aujourd'hui, donc on va pouvoir le refaire. Intéressant, merci beaucoup. Enfin, on nous demande, vous avez parlé de cas légers à modérés. Pouvez-vous préciser ce que vous considérez comme léger, modéré? Excellente question. C'est bien pour ça que justement, au-delà des critères prescriptifs que l'on peut avoir dans le DSM, alors pour le DSM, pour ceux qui travaillent tous en santé mentale, vous devez tous le connaître. Dans la 5e version, on voit tranquillement, pas vite arriver l'approche dimensionnelle au niveau des critères de sévérité. Donc, à se rappeler rapidement, si on est vraiment là dans le diagnostic du trouble, hein, d'accord, parce que je parle de DSM présentement, anorexie, boulimie, trouble d'accès hyperphagique. Anorexie, c'est l'indice de masse corporelle avec une sévérité. Plus je diminue dans mon IMC, plus je vais avoir ce qu'on appelle des catégorisations de sévérité. Pour la boulimie, on va parler de comportement compensatoire, d'accord, type inapproprié. Donc, plus ma fréquence va augmenter par semaine, plus je vais être dans les catégories et de sévérité. Et si je parle du trouble d'accès hyperphagique, ben là, c'est la crise de suralimentation. Puis, je vous dirais clairement que ça nous donne tout un défi depuis quelques années sur comment identifier une crise de suralimentation, parce que vous pourriez me poser la question. Et je vois qu'il y a 2 questions qui arrivent derrière, mais si je dois répondre à votre question, c'est ça aussi la force d'une équipe transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a la prescription, il y a les balises des sociétés savantes qui sont dans le DSM, et il y a l'appropriation par l'équipe et par son niveau d'expertise de renuancer ce qu'elle appelle un léger ou un modéré. D'accord ? Donc, oui, on l'a nommé pour vous donner une limpidité sur la façon dont on fonctionnait. Puis, c'est pour ça que Liette a vraiment pointé en disant voilà une trajectoire de soins, voilà un continuum de soins qui va davantage privilégier ce qu'on va vraiment appeler la première ligne. Peut-être que dans votre tête, gardez première ligne, mais que dans la première ligne, vous vous doutez bien qu'il y a un phénomène de spectre en ce qui est le cas du léger puis du modéré. Merci beaucoup des précisions. En matière du rôle des proches des personnes ayant des troubles des conduites alimentaires, quel soutien vous offrez ou quel soutien vous recommanderiez là, de leur offrir, de leur proposer, tant en première ligne que dans des services plus spécialisés? Quelles approches, quels programmes leur sont destinés? Il y a plusieurs questions, alors je vais y aller par rapport au programme, bien évidemment. Donc, dans la première partie de la partie évaluation, c'est important pour nous que déjà la personne, l'individu partenaire, choisisse une personne de son environnement qui est significative et qui sera soutenante tout au long du programme. Nous, on l'appelle l'atome social, donc on vraiment regarde avec la personne qui serait l'individu proche, qui serait le plus habilité vraiment à soutenir la personne tout au long de son suivi. Donc, comment on la soutient à l'intérieur du programme? 2 façons. Donc, effectivement, on a bâti un groupe pour pouvoir donner de l'information. Donc, tout l'aspect un peu plus d'éducation, mais qui est en lien avec l'universel, généralisé. Donc, on ne vient pas nécessairement parler de la personne avec qui on vit, mais plus de venir chercher de l'information. Donc, ils peuvent suivre ce groupe-là. Mais au niveau du programme, la façon dont est impliqué l'individu proche est toujours en présence de l'individu partenaire. Donc, la carte, par exemple, à l'étape où on présente la carte, tout de suite après, tout de suite après la rencontre, il y a le proche et c'est l'individu partenaire vraiment qui va présenter la carte à son proche pour lui dire voilà où je me situe avec ce qu'elle veut bien présenter, bien évidemment. Voilà où je me situe, voilà ce que je vais travailler au long du programme. Et je voulais vraiment que tu saches c'est quoi mes défis pour que tu puisses me soutenir. Et à chaque on ne vous a pas énormément détaillé le programme, mais à chaque processus du programme, à la fin du processus, là, on fait une rencontre.
effectivement avec l'individu proche et l'individu cible pour dire maintenant, voilà où j'en suis rendue et c'est toujours l'individu partenaire qui va discuter de qu'est-ce qu'elle veut bien dire aux proches et nous, on le soutient au niveau de l'interaction, au niveau relation, qu'est-ce que le proche a besoin. Il y a d'ailleurs un repas, une prise de repas qui est pris avec la personne et là, on peut étendre à ce moment-là entre la personne qu'on avait choisie comme individu proche à d'autres proches qui sont significatifs au niveau de la prise de repas et on fait un repas vraiment avec ces gens-là. Merci pour la très belle question parce que c'est vraiment cette volonté d'amener le proche qui a misé sur les approches écosystémiques. Hein. Donc, si vous nous demandez quelle approche on est, en fait, c'est l'intégration de plusieurs types d'approches qui ont permis de définir le programme avec ce que chacune des disciplines avait besoin aussi d'emmener au départ et après de prendre un pas de recul et de dire, OK, maintenant, si on doit trouver l'unicité de ce programme, c'est un petit peu de l'approche cognitivo-comportementale, intégrer l'approche écosystémique aux patients partenaires, vous comprenez? C'est pour ça qu'effectivement, excusez-moi le terme, mais c'était une longue digestion pour arriver à dire comment on veut donner cette couleur au programme. Donc, c'est toujours de la prise en charge dyadique, individu proche, individu cible, et il fonctionne en tempo tout au long du programme. Merci beaucoup pour ces précisions intéressantes. Si on en venait maintenant à, dans la perception populaire, dans les perceptions qu'on a envers les attitudes et comportements alimentaires, quels sont les mythes et les préjugés qui sont les plus tenaces, qui sont entretenus dans la société à propos des personnes qui ont des troubles des conduites alimentaires ou tout simplement des attitudes et des comportements alimentaires dysfonctionnels. Comment les surmonter, comment défaire ces préjugés, ces mythes tenaces? La question est très belle. Je pense que c'est pour ça qu'au Loricorps, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Elles sont nombreuses et elles sont tenaces. Elles sont tenaces parce que c'est un trouble internalisé. On appelle ça le trouble du silence. Il ne se voit pas, il ne se dit pas jusqu'à un certain moment où le trouble internalisé, il s'extériorise. Et quand il s'extériorise, c'est déjà trop tard. Il est déjà très ancré. C'est pour cette création que le Loricorps a été créé. Il a été créé parce que nous, toutes les femmes que vous voyez aujourd'hui ici, elles ont travaillé dans plein de réseaux de santé. Elles ont vu plein de choses. Et à un moment donné, en bon français, elles ont fait un commitment et elles se sont dit pourquoi il n'y a pas de première ligne dans le réseau de la santé qui vient mobiliser son expertise pour éviter qu'on se rentre dans une extériorisation du trouble. En fait, c'est ça l'enjeu. Donc, les démystifications, on en a plein. Pensez par exemple qu'une boulimie, elle est caractérisée par sa crise de suralimentation, alors qu'on sait très bien que c'est le comportement compensatoire inapproprié. Pensez qu'une personne qui est en surpoids, c'est obligatoirement une personne qui est paresseuse, qui a un trouble métabolique. Et là, on en vient à des situations qu'on a dans notre programme. On a une madame, 5 chirurgies bariatriques. 5 chirurgies pour s'apercevoir que finalement, c'est un trouble perceptuel. Donc, on mise sur le trouble métabolique, on propose une intervention et on a de la difficulté à faire de la santé intégrée parce que c'est un vrai défi pour nous de travailler en santé intégrée, de mutualiser l'expertise des équipes de soins en santé mentale et des équipes de soins en santé physique. Mais c'est ça tout le paradoxe. Donc, le Loricorps, d'ailleurs, il y a une formation dans notre programme de formation continue, c'est démystifier les troubles des conduites alimentaires. Ce n'est pas pour rien que carrément on a mis un titre à la question très juste que vous venez de parler. Parce que c'est en faisant des actions à tous les jours et d'être par exemple le 2 juin dans la journée mondiale des troubles des conduites alimentaires, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va faire que démystifier pour sensibiliser. Et oui, c'est une très belle question. Je vous invite à nous écrire directement pour qu'on puisse vous donner tous les points là-dessus avec exactitude. Oui, en effet. Donc, ça illustre très bien l'importance du travail transdisciplinaire, la perspective 360 degrés, dans le fond, de la situation et comment la personne elle-même le vit, le perçoit et le ressent, en fait. Donc, toujours la personne au centre. Oui. J'ai envie de faire du pouce sur ce que vous venez de dire, Valérie. Effectivement, quand on a parlé de l'intervenant de poche, alors d'aller renseigner ce que la personne vit dans son quotidien au moment où elle le vit, on a accès effectivement à ses propres croyances à la personne. Alors ça, c'est important aussi. Il y avait une question aussi dans le questionnaire la personne demandait est-ce qu'on a accès
donc à la réalité, au programme de réalité virtuelle, Johanna? La question est même plus loin. C'est quand on travaille dans le programme e-Loricor, on a forcément accès à la santé numérique. Ce n'est pas pour rien. Vous avez vu dans la façon dont on a présenté les choses, on est allé d'abord pour expliquer les enjeux des confinements pandémiques et après, on a pris une position. Okay, notre position au Loricor, c'est de miser sur le trouble perceptuel. Donc, en fait, si vous voulez, pendant 5 ans, on a développé tout ce qui est de la santé numérique au travers du trouble perceptuel. Et vous savez, pour tous ceux qui travaillent en santé numérique, que c'est un long ouvrage de développer plusieurs environnements virtuels, de les tester, d'avoir une amélioration de la partie technologique. Et après, pendant 5 ans, on a regardé comment intégrer la santé numérique dans un programme transdisciplinaire. Et non seulement on est transdisciplinaire au niveau de la prise en charge, mais on n'a pas parlé de d'autres chercheurs. On a des mathématiciens, on a des informaticiens, on a des gens qui ont l'intelligence artificielle pour essayer à chaque fois d'optimiser la notion de la réalité virtuelle et surtout tout type de développement numérique qu'on a mis en place. Donc oui, le petit clin d'œil, c'est qu'il y a une version en ce moment qui est en train de se finir, c'est la 1.2, pour essayer d'approcher ou d'habiter son corps avec le plus d'authenticité possible. On en est là. Donc, je me permets de situer la chaire de cyberpsychologie de Gatineau avec Stéphane Bouchard, qui travaille spécifiquement sur ce thème-là. Il y a une question que je pense que une personne voulait en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que c'était l'intervenant de poche Loricor. Alors, quel était le but de cette application-là? Alors, vraiment, c'est l'aspect d'aller renseigner l'écologie, mais de façon instantanée. Donc, on a parlé du IPROS, donc, dans l'intervenant de poche, on va renseigner la perception, la relation, l'occupation et la sensation dans le quotidien de la personne. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une application soit mobile ou avec une application avec le web. Et vraiment, la personne doit remplir des questions. Tout à l'heure, vous avez vu le continuum de silhouette, on vous a parlé. Donc, elle doit renseigner, exemple pour la perception, quel corps à lequel je m'identifie présentement et il y a une possibilité d'écrire pourquoi. Okay? Donc, de dire qu'est-ce qu'elle a envie de dire par rapport à tout ça et à quel corps j'aimerais ressembler. Et il y a 2 façons de le faire dans l'intervenant de poche. C'est soit qu'on leur demande de le faire à un temps prédéterminé pour avoir toujours vraiment à tous les dimanches, exemple, pour savoir comment la fluctuation de la perception. Et on fait la même chose pour d'autres objets d'intervention ou d'ingrédients actifs. Donc, les occupations, mais la personne doit effectivement nous illustrer qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, voilà, je t'envoie une photo de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, il y a une personne, entre autres, qui nous avait pris une photo où elle était en train de chanter à la chorale et elle avait été capable de nous dire, moi, là, quand je chante, moi, je me ssens beaucoup plus légère. Donc, on pouvait effectivement faire des liens entre les différents objets d'intervention. Donc, le but, c'est de renseigner et d'éliminer les biais vraiment rétrospectifs. Donc, on sait très bien que quand on demande à une personne comment elle a vécu sa semaine, ça se peut qu'elle ne se souvient pas. Donc, avec les informations, c'est possible de le faire. Merci beaucoup. Ça va conclure la présentation d'aujourd'hui parce qu'il est déjà 13h30. Alors, je vous remercie beaucoup, toutes les 4, Johanna Montuy-Blanc, Liette Saint-Pierre, Marie-Josée Saint-Pierre et Jessica Ménard pour cette présentation. Et je remercie les participants pour vos questions. Et donc, on va donner suite à l'activité avec le suivi de la vidéo, le PowerPoint, ainsi que toute information. Et en tout temps, le site du Loricor qui est sur Internet, n'hésitez pas à aller le consulter et à écrire à nos panélistes via loricor@uqtr.ca. Donc, merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée.